Je me souviens des fois le matin, on me disait « Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ?» Je disais « On fait le gros plan du petit ours qui regarde à droite. » C'est pas ce qu'on a fait hier. Ah non, hier c'était regarde à gauche. Donc c'était une journée pour des trucs comme ça. Je ne sais plus combien de temps ça a duré le tournage. C'est la carrière timeline de Jean-Jacques Hano. Non, la baïonnette là-bas. Là-bas. Yo. Net. La baïonnette. Alors l'idée m'est venue, quand j'étais au Cameroun, j'étais au ministère de l'Information. Dans ma mission, j'ai pensé nécessaire de proposer au gouvernement camerounais un certain nombre de sujets. Et parmi ces sujets, il y en avait un qui me plaisait beaucoup, qui est une histoire qui s'est vraiment passée à la frontière avec le Tchad. Et cette histoire m'a paru tout à fait singulière. J'ai mis beaucoup de temps à l'écrire parce qu'à l'époque je faisais des films publicitaires, j'en faisais un par semaine. L'ensemble de l'opération m'a pris 7 ans. Le film a fait un bid colossal en France, personne n'a eu envie de voir un film où je me moquais clairement des coloniaux. J'ai tout de suite compris que tous les pays qui avaient été des pays colonisateurs ont réservé un échec colossal au film. Au point qu'un an plus tard, je me souviens, j'avais eu le prix du public, le grand prix du festival de Bruxelles, que c'était Warner qui me sortait, pas rien, tous les pays qui se sont sentis colonisés, y compris, figurez-vous, l'Amérique. On fait quasiment je peux appeler ça à l'échelle d'un film français, un triomphe. Je suis resté 58 semaines, je crois, à l'affiche à New York. C'était un contraste hallucinant. Et alors, la curiosité, c'est que j'ai fait aussi un triomphe en Afrique du Sud. Je suis toujours maintenant, encore, des années après, le type qui a fait la victoire en championnat, qui s'appelait Black and White in Color, aux États-Unis et dans la plupart des pays d'export. The winner is, I was there, darling, the Ivory Coast for Black and White in Color. J'ai attendu les infos de France Inter à 6 h du matin et ça a commencé comme ça. Déception pour la France, c'est un obscur film de Côte d'Ivoire qui remporte le prix. Là, j'ai regardé mes doigts de pied et je me suis dit, tiens, je suis un mec qui regarde les pieds de quelqu'un qui a l'Oscar. Oh, Perrin, on te demande au bureau du directeur. Les gens croient que c'est un film sur le foot. Non, c'est un film sur la notoriété. C'était l'histoire d'un mec qui était rejeté de toute la petite ville et qui soudain est récupéré parce que la vedette du club de foot s'est fait mal dans un accident de voiture et la balle rebondit sur son pied et marque le but par hasard et pas par talent et d'un seul coup c'est un héros. Et ça j'ai conçu ça avant d'avoir l'Oscar. Et donc moi j'ai vécu ça, que soudain, boum, j'ai l'Oscar et on me regarde, moi je suis le même. Mais c'est les autres qui me regardent différemment. Du coup, mes potes, ils m'appellent plus, ils ont peur de me déranger. You see, Adzo, the step between ecstatic vision and sinful frenzy is all too brief. Il y avait 2 grands agents à Los Angeles, le mien, Jeff Berg, et Mike Ovitz. Tous les deux, ils tenaient la ville. Et Mike, d'abord, voulait beaucoup me débaucher pour aller à son agent, qui s'appelle CIA, et m'appelait tous les 15 jours. Et il me disait, il faut que tu rencontres Sean Connery. Et je lui répondais, comme je t'ai répondu il y a 2 semaines, c'est Guillaume Decam et Sherlock Holmes, déjà réunis. Je ne vais pas rajouter 007 là-dessus. Hein. Et lundi matin, il y a mon producteur, Bernd Eichinger, qui vient, qui me dit, écoute, je n'ai pas pu refuser, mais il y a quelqu'un qui va venir te voir, là, c'est Sean Connery. Je lui dis, ah bah bon, Sean Connery, quoi, il vient? Bah oui, il veut te voir. La porte s'ouvre. Je me dis, mais putain, mais qu'est-ce qu'il est beau, le mec. Il ouvre le scénario et il me dit, listen, boy. Et il commence à me lire le scénario. Et là, j'ai la chair de poule. Ce qu'il prononce, la voix, la densité, la beauté de sa voix, la beauté de son interprétation, j'ai couru et je suis allé voir mon producteur en lui disant, écoute, on l'a. Bah oui, c'est lui. Il est magnifique, il est formidable. He is challenged by a man of cruelty and power. The hunter becomes the hunted. Umberto était quelqu'un qui reste dans mon cœur d'une manière incroyable parce que c'est peut-être la personne qui m'a le plus impressionné et amusé de ma vie. Il était bon vivant, il était joyeux. Et puis tout de suite, il m'a dit, attends, moi c'est mon livre et toi c'est ton film. T'as envie de faire une comédie musicale? Vas-y, je suis client. Je me souviens, il m'avait dit un jour, il m'a dit, s'il y a des crétins qui, en voyant le film, te disent que c'est pas le livre, réponds-leur que j'ai donné mon autorisation à ce qu'un ami sculpteur fasse une statue qui s'appelle Le nom de la rose. Eh ben, c'est pas le livre.
là encore, à chaque image, enfin à chaque plan, il faut avoir le découpage du film dans la tête pour savoir exactement ce qu'on va demander. Alors par exemple, je me souviens des fois le matin, on me disait « Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ?» Ben, je disais « On fait le gros plan du petit ours qui regarde à droite. » Ben, c'est pas ce qu'on a fait hier. Ah non, hier c'était regarde à gauche. Donc c'était une journée pour des trucs comme ça. Je ne sais plus combien de temps ça a duré le tournage. Mais en même temps c'est merveilleux parce que c'est des vrais animaux. Et que du coup, il y avait certaines fois, je me réveillais le matin en me disant « Mais qu'est-ce que j'ai écrit là? Je suis cinglé. » Par exemple, j'avais une scène où il y avait le petit ours décide de s'en aller à l'aventure. On se dit mais qu'est-ce qu'il pourrait faire? Tiens, il rencontre une grenouille. Ah oui, bien, très bien. Donc moi je me mets à quatre pattes, je fais le petit ours, il y a une grenouille qui fait ça, oh, j'ai peur, puis la grenouille saute, puis je me mets à sauter, enfin etc. J'écris une scène invraisemblable, quoi. Figurez-vous que pour ça, après il y a mon assistant qui me dit on va faire comment ça? Je dis on va prendre un chien qu'on va habiller en ourson. On va prendre une grenouille pneumatique. Donc on fait construire tout ça, ça dure des mois et des mois, on s'exerce à faire sauter la grenouille. Mais quand même, le matin du tournage, j'avais choisi un endroit à côté d'un ruisseau, je prends mon ourson numéro 12, qu'on appelait la douce, et j'avais des grenouilles dans une petite boîte, simplement pour voir ce qui se passerait pour de vrai. Je pose la grenouille, on prend le petit ours, et puis je donne le moteur sur 3 caméras. Alors le petit ours se balade et la grenouille fait quack. Bon, stupeur, puis quack, il se rapproche, le petit ours, il met son nez quasiment sur la grenouille saute, il a peur, la grenouille se met à sauter et il se met à sauter, le petit ours. Pling, pling, pling. La grenouille s'enfuit, il cabale après, elle plonge dans une petite rivière bien froide, lui-même la suit pour s'amuser avec cette nouvelle copine. Et comme c'est très froid, j'avais écrit qu'il ressort un peu tremblant de froid et il se secoue. Il me fait ça. Et il y avait là le dresseur de chiens qui avait son chien sous le bras avec le costume d'ours. Les mecs à grenouille pneumatique, je demande à la caméra 1, c'était bon pour toi? Et puis, ah ouais, non, c'est incroyable. Caméra 2, c'est tout net, il me dit. Et caméra 3, je suis en gros plan tout du long. Il y avait l'avion de midi, ils ont pris l'avion de midi. Ils ont répété pendant 6 mois, ils n'ont pas fait le plan. Mais en fait, ce que vous voyez, c'est le vrai petit ours avec une vraie grenouille. Et ça a marché. Do you know the couple? I went to France once. It was in the north, near the Belgian border. Alors Marguerite, elle était têtue, elle disait, non, avec sa voix rocailleuse, « Tu vas tourner les images, mais c'est mon film. » Je dis « Non Marguerite, non, c'est pas ton film, c'est mon film sur ton roman. » Je reprenais la dialectique d'Umberto Eco. Je pense toujours à cette phrase de Nietzsche qui dit « Quand deux banquiers se rencontrent déjà ensemble, ils parlent d'art, et quand deux artistes se rencontrent, ils parlent de fric. » Puis un jour, on s'est vraiment fâchés, parce qu'elle ouvre le scénario enfin à la dernière page. « Qu'est-ce que c'est que cette merde ?» Elle me dit. Je dis « Marguerite, c'est intégralement la dernière page de ton roman. »« Oui, mais c'est de la merde, mon dada. » Je dis « Marguerite, c'est de la merde, c'est toi qui l'as écrite. Hein. Oui, mais j'aurais pas dû, etc. Tous mes amis me disent que c'est un roman de gare. » Je dis « Mais Marguerite, c'est un roman de gare. C'est pour ça que ça m'a plu. C'est un roman de gare, mais il est écrit par toi. Ça fait toute la différence, tu vois. Ouais, mais je veux pas la dernière scène. Bon, très bien. Bon, j'appelle Claude Berry, je lui dis « Écoute, c'est simple, il n'y a pas la dernière scène, je fais pas le film. » Parce que c'était sur la pérennité de l'amour. C'est une scène où le temps a passé, on la voit de dos, elle prend son téléphone, et puis c'est l'amant qui lui dit « Je t'aime depuis toujours et je ne cesserai de le faire. » And then he told her that he would never stop loving her, that he would love her until his death. Oui, d'accord, c'est Cucu la praline. C'est quand même ce qu'elle a écrit. I'm sorry, but you're under arrest. What charge? Failure to summit? No, I'm afraid not. Alors là, je peux vous dire, je n'avais pas du tout pensé à Brad. Moi, j'écris d'abord le scénario, je n'écris jamais pour personne. J'avais fini mon scénario le vendredi. Le lendemain matin, donc le samedi matin, on m'appelle à l'hôtel et on me dit « Écoute, Brad Pitt voudrait te rencontrer. » Alors je dis « Ah bon, Brad Pitt, pourquoi ?»« Pour le rôle. Il trouve ça formidable. » Je dis « Mais je ne l'ai pas proposé, moi. »« Oui, mais justement, écoute, on a pensé que c'était bien. Enfin, il l'a lu, il est emballé, etc. » Je lui dis « Mais qu'il vienne me voir à l'hôtel. On prendra un pot ensemble avant le déjeuner que j'ai prévu avec quelqu'un d'autre. » Et Brad arrive à midi. En fait, on s'est tellement bien entendu qu'à 7 h de l'après-midi, on était tout le temps, on était à la même place
Et bien sûr, on a eu cette amitié du début à la fin. C'est pas moi qui ai été chercher Brad, c'est Brad qui est venu. Il m'a dit une chose très jolie, il m'a dit moi je suis dans ce métier pour faire le genre de film que vous faites. Il atteignait le sommet de sa notoriété avec les filles qui couraient partout en lui hurlant Brad Opito, Brad Opito. Enfin, Posture immédiate, anticipation, feu Notre-Dame. Notre-Dame brûle. Ça valait partie de partout, les officiels, les politiques. C'est quand Jérôme Sédou, qui est un ami très cher depuis le début, il a toujours été à mes côtés, c'est quelqu'un de très loyal. Quand il m'a proposé de faire un film de montage, il m'a dit « Toi qui aimes faire quelque chose de différent, tu n'as jamais fait de documentaire, est-ce que ça t'intéresse ?» La réponse était plutôt non, sauf que quand j'ai lu la documentation qu'il m'a donnée, je n'en croyais pas mes yeux. Je me suis dit « C'est bidon ça, c'est pas possible ». Tant d'embûches, tant de dysfonctionnements accumulés au cours de cette journée, c'est invraisemblable. Eh bien, l'invraisemblable s'est révélé vrai, parce que j'ai tout vérifié après, pendant des mois, hein, ça m'a pris des mois à rencontrer tout le monde. Là, l'idée de refaire un petit peu le tour des cathédrales, de m'inspirer de l'ambiance, bah oui, j'ai passé 2 ans à non seulement visiter les cathédrales où je pouvais tourner certains raccords, mais aussi à reconstruire. Caporal-chef, tu récupères la deuxième lance. Tu vas à l'abri du clocheton et tu m'attaques les charpentes par-dessous. Ouais. Tous les pompiers m'ont marqué par leur générosité, leur sincérité. Moi, j'étais bouleversé par les pompiers. Les premiers que j'ai rencontrés, je me suis dit, c'est pas vrai. Ces mecs risquent leur vie tous les jours et ils sont d'une modestie, d'une humilité extraordinaire, d'une gentillesse, d'une droiture. Donc non, j'ai le plus grand... Ah bah tenez, je vais vous montrer un truc. J'ai eu beaucoup de récompenses dans la vie, je ne me trimballe jamais avec. Mais alors ça, je suis pompier d'honneur, figurez-vous. J'ai un numéro matricule, je fais partie de la brigade. Tout ça aux Invalides, poum poum poum, la musique. Et je me sens maintenant très 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 lié aux pompiers, je les admire beaucoup. Plus le film est gigantesque, plus il est facile pour moi. Parce que, comme je prépare tout à l'avance, si je suis absent le jour du tournage, ce sera presque pareil. On a mis ce beffroi dans la piscine du studio pour gagner 3 mètres jusqu'au plafond. Dans un autre décor, j'ai fait effondrer 75 mètres cubes de matériaux enflammés sur la reconstitution de la nef principale, avec des caméras isothermes, qu'on a fait construire 6 mois à l'avance. Et donc le chef décorateur va faire un décor particulièrement lisible, compréhensible, adapté à l'histoire, sans effort particulier. Moi là, j'ai mis des pompiers au cœur des flammes. Le plateau, au bout d'1 minute et demie, on était obligé de s'enfuir du plateau, tellement il faisait chaud et tellement il y avait d'oxyde de carbone. On avait tous des masques comme ça, avec des centaines de buses qu'on peut allumer, avec des veilleuses et tout ça. C'est comme une gigantesque cuisinière à gaz. Ce qu'il y a de bien, c'est que quand on a des plans comme ça à faire, on s'efforce de faire qu'il n'y ait qu'une prise. Parce que quand je fais tomber ces 75 mètres cubes, rien que pour enlever les braises, il faut attendre qu'elles se refroidissent un petit peu, et ça prend 3-4 jours. Et remettre tout en place, remplacer les poutres trop brûlées, c'est un merdier effarant. Bah là, j'avais 11 caméras, je crois me souvenir, et toutes sont bonnes, toutes, parce qu'on avait tellement la peur de rater que tout a réussi. Alors on me demande de vous dire que c'était Jean-Jacques Hano pour Vanity Fair. Merci beaucoup. Merci beaucoup.